il y a une trentaine d'années, même 35 ans, je travaillais avec le professeur Louis-Jean Calvé sur une thèse de doctorat consacrée à l'emprunt linguistique et à la colonisation linguistique, puisqu'il lui-même avait écrit un bouquin, Linguistique et colonialisme, qui m'avait fait d'ailleurs le choisir comme directeur de thèse à Paris 5. Et les deux mémoires que j'ai consacrés à cette question, qui ont été validées par le professeur en question, consistaient notamment à montrer que les emprunts du français au français par l'anglais pouvaient se regrouper par suffixes. Et que tous les mots qui avaient une certaine terminaison avaient la même origine française. Prenons le cas de URE, par exemple, nature, etc. J'en avais dénombré une vingtaine. Et ce qui était intéressant, c'était justement pas le cas de suffixe unique en leur genre, du moins qui n'avait qu'une expression, mais de suffixe qui avait un grand nombre d'occasions de fonctionner. Et j'en concluais, je crois me souvenir, que plus il y avait d'emprunts, et plus il y avait la possibilité de créer des familles de suffixes. Et que par conséquent, ça facilitait l'emprunt. Puisque un mot nouveau venu du français retrouvait presque nécessairement d'autres mots français qui avaient déjà mis en place cette finale, ce suffixe. Et on peut transposer ce modèle linguistique au niveau social, au niveau de l'immigration. Parce que finalement, l'emprunt linguistique, c'est le parallèle avec l'immigration de telle et telle population. Quand il y a énormément d'immigration, il y aura une possibilité de regrouper les immigrés par catégorie de gens ayant le même profil. Et par conséquent, ça va faciliter l'immigration. Et bien plus que ça, comme j'avais fait d'ailleurs la remarque dans une étude qui avait consacrée à la société israélienne, dans les années 90, à savoir que les populations qui sont intégrées au départ, parce qu'il n'y a pas tellement de présence de leur origine sur place, elles se sont intégrées, donc elles se sont fondues dans le paysage. À partir du moment où il y a une nouvelle arrivée de populations du même type, eh bien, ces populations, ces immigrations anciennes, régressent. C'est-à-dire qu'elles régressent doublement. Elles vont d'une part revenir à des anciennes habitudes, puisqu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent qui parlent la même langue qu'eux, par exemple, qui ont le même profil. Et deuxièmement, elles vont décourager les nouveaux arrivants à apprendre une langue nouvelle, puisque ces nouveaux arrivants peuvent compter sur ces populations déjà anciennes qui ont déjà fait le travail d'interface. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé par exemple pour la population russe en Israël. J'ai bien connu les deux vagues, celle des années 70 et celle des années 90. Celle des années 70, les Russes apprenaient l'hébreu et parlaient l'hébreu et pratiquaient l'hébreu. Celle des années 90, beaucoup moins, parce que premièrement, par un rapport de force, beaucoup d'endroits ont pratiqué le bilinguisme, notamment dans les administrations, comme ça se faisait autrefois pour le français, pour les mêmes raisons, dans les années 60. Quand j'ai fait mon immigration en Israël en les 60, j'étais surpris de constater que dans les bancs, par exemple, tout est écrit en français et en hébreu, et que les films eux-mêmes qui passaient en Israël à l'époque étaient sous-titrés en français. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, la deuxième immigration russe a fait reculer la première,
c'est-à-dire que les gens ont été moins motivés de s'intégrer dans la société israélienne, puisqu'ils retrouvaient de nouveaux apports liés à leurs propres origines. Et ça explique par exemple qu'en France, je suppose, que certaines premières immigrations qui avaient été très intégrées sont revenues en arrière, se sont remis à parler des langues locales, parce qu'il y a eu une immigration nouvelle de même origine qui les a fait régresser dans leur processus d'immigration et d'intégration.